Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur théorique de l'informatique. Nous allons explorer la tension fondamentale entre l'algorithme, cet objet mathématique pur, et son exécution physique. Notre objectif est de comprendre l'analyse asymptotique, non pas comme une simple convention de notation, mais comme un outil épistémologique précis. Nous nous concentrerons particulièrement sur la borne serrée, grand θ, et sur l'algèbre des fonctions de coût qui régit la complexité computationnelle. L'informatique est une discipline hybride. D'un côté, nous avons l'algorithme, une suite logique d'instructions valide dans l'absolu. De l'autre, son exécution sur une machine, soumise aux lois de la physique et du temps. Pour réconcilier ces deux mondes, nous utilisons l'analyse asymptotique. Elle ignore délibérément le temps en secondes, qui varie selon la température du processeur ou la qualité du compilateur, pour se concentrer sur le taux de croissance intrinsèque de la consommation de ressources. Mais avant de mesurer un coût, il faut définir ce qu'est un pas de calcul. Cela dépend du modèle de machine. À gauche, la machine de Turing, robuste mais lente, où la tête de lecture doit se déplacer physiquement, case par case. À droite, le modèle RAM, qui imite nos ordinateurs modernes avec un accès instantané à la mémoire. Regardez l'exemple du palindrome. Sur une machine de Turing, c'est un problème quadratique, car la tête fait des allers-retours incessants. Sur une RAM, c'est linéaire. La complexité n'est donc pas une propriété du problème seul, mais du couple problème-machine. Une mise en garde cruciale sur le modèle RAM. Habituellement, nous utilisons le critère de coût uniforme. Une addition coûte une unité de temps. C'est pratique, mais dangereux si on manipule des nombres titanesques qui ne tiennent pas dans un registre standard. Pour une rigueur absolue, on préfère le coût logarithmique, où le coût d'une opération dépend de la taille en bits des nombres. C'est ce qui assure la cohérence avec la machine de Turing via la thèse d'invariance. Venons-en au cœur de notre sujet, la borne serrée, grand θ. Contrairement au grand O, qui est souvent utilisé par abus de langage pour dire « ça ne dépasse pas », grand θ est une affirmation de précision. Mathématiquement, dire qu'une fonction f de n est grand θ de g de n signifie qu'on peut prendre la fonction g en sandwich. Elle est coincée entre deux multiples de g, une borne inférieure et une borne supérieure. Si votre algorithme est grand θ de n carré, il ne fait pas au maximum n carré opération. Il fait structurellement n carré opération. Comment prouve-t-on cela rigoureusement? Prenons un polynôme simple, 1/2 de n carré moins 3n. Intuitivement, c'est du n carré. Pour le prouver, nous devons exhiber trois constantes. D'abord, pour la borne supérieure, on voit que c'est inférieur à 1/2 de n carré. C'est notre constante C2. Pour la borne inférieure, c'est plus subtil, car on soustrait 3n. Il faut aller assez loin, disons n égale 7, pour garantir que la fonction reste au-dessus d'une fraction positive de n carré. L'existence de ces constantes suffit à valider l'appartenance à la classe grand θ. Il faut dissiper une erreur très répandue. Beaucoup pensent que grand θ signifie K moyen et grand O signifie pire K. C'est une erreur de catégorie. Le pire K décrit l'état de vos données, par exemple une liste triée à l'envers. Les notations asymptotiques décrivent la fonction de coût associée à ce cas. Il est parfaitement correct de dire « dans le meilleur des cas, cet algorithme a une complexité de grand θ de n ». Utiliser θ signifie simplement que nous sommes précis. L'analyse asymptotique possède une structure algébrique fascinante. L'addition de deux fonctions de coût correspond au maximum des deux, tandis que leur multiplication reste un produit. C'est une structure max fois sur les fonctions elles-mêmes. L'appellation algèbre tropicale max plus est une analogie qui s'applique spécifiquement aux exposants. Multiplier deux polynômes revient à additionner leurs degrés. Attention toutefois au piège de l'exponentielle. Les constantes multiplicatives ne s'effacent pas quand elles sont en exposant. 2 puissance 2n, c'est 4 puissance n, et cela explose bien plus vite que 2 puissance n. Cette algèbre nous permet de classer les problèmes dans une hiérarchie stricte. Tout en bas, le temps constant est logarithmique, extrêmement rapide. Puis le temps linéaire est linéarythmique, typique des tris efficaces comme le trifusion. Ces classes forment, avec les polynômes, le groupe des problèmes traitables, selon la thèse de Cobham. Au-delà, nous entrons dans le mur de l'exponentielle, où le temps de calcul double à chaque ajout d'un élément. C'est la frontière de l'intraitable. Un résultat puissant de cette théorie est la capacité de prouver des limites absolues. Peut-on trier un tableau en temps linéaire, c'est-à-dire en grand θ de n? Si l'on utilise uniquement des comparaisons entre éléments, la réponse est mathématiquement non.
La théorie de l'information impose une borne inférieure de n log n opérations pour distinguer toutes les permutations possibles. Cependant, il existe des exceptions notables, comme le tri par base ou radix sort, qui contournent cette limite en n'utilisant pas de comparaison directe, mais en exploitant la structure numérique des données. Pour conclure, nous devons confronter cette magnifique abstraction à la réalité. La limite mathématique vers l'infini décrit-elle toujours correctement l'efficacité pratique? Pas toujours. Il existe ce qu'on appelle des algorithmes galactiques. Prenez la multiplication de matrices. Certains algorithmes avancés sont asymptotiquement meilleurs que ceux que nous utilisons, mais leur constante cachée est si colossale qu'ils ne deviennent plus rapides que pour des matrices d'une taille supérieure au nombre d'atomes dans l'univers. Pour un ingénieur, c'est une curiosité inutile. Pour un épistémologue, c'est un rappel que la vérité asymptotique est une vérité de l'infini, pas toujours une vérité de l'ici et maintenant.